Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 20 novembre 2020. Nous serons ensemble en cette matinée exceptionnellement pour 2 heures de temps, donc nous serons ensemble jusqu'à 11 heures. Pourquoi? Eh bien, tout simplement aujourd'hui, la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant célèbre ses 31 ans. Eh bien, ce sera une matinée spéciale qui sera dédiée à l'enfant. Ce matin, dans cette perspective, Dr Fethi Benachnou reviendra sur l'enfant, mais l'enfant et sa prise en charge par rapport au Covid-19. Aussi, Kenzan Char, dans sa rubrique Association, elle reviendra donc sur tout le mouvement associatif, sur l'actualité associative relative aussi aux enfants. Et Massilias, toujours dans sa rubrique, cette fois-ci, il va s'intéresser non pas à la préhistoire, mais il va revenir quand même au temps moderne, puisqu'il va parler de l'impact des nouvelles technologies et des longues expositions donc aux écrans et aussi aux réseaux internet pendant le confinement chez l'enfant. Mais ça sera exceptionnellement parmi nous. Ce matin, elle reviendra sur cette convention internationale, sur les articles qui composent donc cette convention. Nous aurons aussi parmi nous des invités, notamment le représentant du réseau NADA. Nous aurons aussi parmi nous des représentants de l'UNICEF, donc pour revenir un petit peu sur la situation de l'enfant dans le monde. Donc vous voyez que ça va être une émission exceptionnelle et ça va être une émission dédiée spécialement à l'enfant. Voilà donc pour le menu de ce matin. On rappelle juste que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et avant de commencer, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors on sera gâté par le soleil ou par la pluie cette fois-ci? Un peu des deux. Très très. Oui, un peu des deux. Ça dépend. Oui. On va voir peut-être un peu plus de détails. Bien sûr. Oui. On sera gâté dans les deux cas au moins. Voilà. D'accord. Exactement, on commence. Bonjour à tous. Très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, ce début de matinée, on rentrera de la brume, notamment vers la partie ouest, et puis un ciel plutôt dégagé en journée. En revanche, sur le centre et l'est du pays, on notera des passages nuageux un peu plus denses vers la partie est, avec des pluies assez marquées. Toujours sur la partie est, moins importante sur le centre du pays, sur les régions sahariennes, un ciel couvert. Sur le nord Sahara, les oasis de Sahara oriental, un ciel dégagé vers l'extrême sud, le Sahara central, le Hogar et les Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 20 degrés à Hanaba, 21 degrés du côté d'Oran Tlemcen, 22 degrés Ghardaïa, 21 degrés à Bachar, 25 à Tindouf, Adrar, Ain Salah et enfin 30 degrés. Ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt peu agitée. Notamment vers la partie centre, très agitée en revanche, sur l'est du pays avec des vents entre 20 et 30 km/h, vers la partie ouest entre 10 et 40 km/h, sur le centre et enfin entre 30 et 50 km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour aujourd'hui. Eh bien, le ciel restera dégagé, peu nuageux. Également, du côté de New York, un ciel nuageux à Montréal, Miami. On notera des pluies assez marquées à Mexico ainsi qu'à Vancouver. Côté Mercure, on notera 8 degrés à Vancouver, 22 à Mexico, 24 à Dallas, 27 à Miami, 18 à Washington et enfin 17 degrés à New York. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Alors finalement, on sera gâté des deux. Oui, un peu des deux. Un peu des deux, ça dépend de ce que vous avez envie. Je pense qu'à cette période, les deux arrangent. Le soleil arrangerait bien, la pluie arrangerait bien. Je sais qu'à Malaribi, ça l'arrangerait beaucoup mieux qu'il y ait de la pluie. Je pense que oui, Kélémo aussi. Kélémo aussi. Alors, Kélémo, qu'est-ce qui t'arrange le plus?
Et voilà. Voilà. Alors, pluie, La pluie, pluie. pluie. Et c'est bon. Alors, c'est pluie, pluie. Ah bah oui, on espère quand même qu'on Ben, sera servi par de la pluie. J'espère aussi. Voilà. Moi, je préfère un peu le soleil, mais c'est vrai que c'est quand même le moment de la Exactement. pluie. Ce serait bien. Ouais. Mina, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouvera tout à l'heure, donc Tout à l'heure, à après midi. le journal du midi, Exactement. 19h, et demain, Inch'Allah, Et demain. pour Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup. Merci bonne à vous. journée. Et on continue, et on sera toujours, comme je vous l'ai dit, avec le thème de l'enfance. Et là, nous allons écouter une chanson. Donc, c'est une chanson qui représente bien l'enfant. C'est une chanson de Michael Jackson qui a été donc interprétée par les enfants du monde. We are the world. Et retour sur le plateau, et docteur Fathi Benachno est parmi nous. Bonjour. Bonjour, Bahal Khair, Ça va, vous allez bien? la passe. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, donc ça va être une matinée spéciale qui sera dédiée aux enfants, docteur. Oui, parce que c'est la journée mondiale de l'enfance. Quoique je ne suis pas un féru des journées Oui. mondiales,
Mais il faut la prendre sous un angle, c'est un bilan, une journée mondiale, un bilan par rapport à l'année, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a Des recommandations par rapport à l'année à venir. Voilà, et qu'est-ce qu'il faut améliorer, mais il faut faire le bilan, il ne faut pas oublier ça. Voilà, ça va être juste une station, donc pour voir ce qui a été fait, Voilà. ce qu'il faut faire. Comment dirait ça? Un bilan d'étape. Voilà. L'étape une année, on appelle ça un bilan d'étape. Alors justement, et ce matin, donc, on va rester dans la même lancée, donc vous allez vous intéresser à l'enfant ce matin et à la prise en charge de l'enfant. Oui. Je crois qu'on peut être fier en Algérie, sincèrement, et je parle en tant que médecin. Et on me connaît, je ne suis pas très émotionnel. J'aime pas l'émotionnel, j'aime beaucoup plus la réalité des choses, ça c'est très important. Ensuite, on mettra de l'émotionnel, mais il ne faut pas mettre de l'émotionnel, l'enfant, tatati, tout ça. Il ne faut pas oublier que Freud a une très mauvaise définition de l'enfant. Il dit que c'est un pervers constitutionnel. Mais là, les psychologues et les psychiatres et les psychanalystes comprendront pervers constitutionnel, c'est-à-dire qu'il est énervé. Mais mettons de côté. Moi, je vais parler en tant que santé, en tant que médecin. Ça, c'est extrêmement important. Je peux être fier en tant qu'Algérien et médecin algérien de tout ce qui a été fait pour l'enfance par l'État algérien depuis. Il faut se rappeler de l'histoire. L'histoire, elle est essentielle dans la vie d'une personne. Au lendemain de l'indépendance, vous savez que durant la guerre d'indépendance, la révolution, beaucoup de gens ont été déplacés, enfuis, parce qu'on les bombardait avec du napalm, parce qu'il y a beaucoup. Donc, ce qui fait qu'à l'indépendance, à la libération, on a eu une cohorte, énormément d'enfants orphelins, d'enfants qui n'ont pas eu un suivi médical, d'enfants mal nourris. C'est la guerre. Donc l'État algérien naissant, on commençait juste à lever la tête malgré les difficultés. Eh bien, on a pris en charge ces orphelins, on a pris en charge ces enfants qui, à cause de la guerre, avaient une santé très déficiente. On a fait et on a commencé. On n'avait pas les milliards d'euros et de dollars qu'il y a maintenant. Il y avait juste une volonté politique par rapport à ça, donc, de prendre en charge ces enfants. Et je vais tout de suite, si vous permettez, rendre un très grand hommage au professeur Grango, à professeur Janine Belkhouja, Allah yarhamha, professeur Cholet et Melika Ladjali aussi, que l'on salue, qui est l'Aïtaoul Amarha, comme on dit, et qui ont réellement encadré et pris en charge ce très lourd fardeau par la vaccination, parce que la vaccination est essentielle, alors que maintenant, depuis quelques années, il y a des bouches qui souffrent pour dire la vaccination, c'est pas bon, c'est pas ça. Et tous on est. Maintenant, si je vous montrais mes cuisses, elles sont pas terribles. Il y a la trace. Elles attestent du passage du vaccin. Voilà, il y a la trace du vaccin BCG et c'était fondamental, ça a sauvé des gens. Et ensuite, C'était sur la cuisse en votre époque, parce que nous, c'était sur le bras. Ah, c'est la cuisse. Là, vous tenez à ce que je vous montre. Non, pas du tout, ne vous inquiétez pas. Je vous laisserai par rapport à ça. Ce qui est important, l'Algérie a tout de suite compris la liaison intime, fondamentale entre la maman et l'enfant, la mère et l'enfant. Et on a créé les PMI, les protections matérielles et infantiles, parce que aussi il y avait un grave problème, la mortalité au cours de l'accouchement. Une femme portait difficilement son gosse pendant 9 mois et il mourait 3 jours après, une semaine après. C'était une catastrophe et on est arrivé à régler ces problèmes parce qu'on s'était investi. Et ce n'est pas uniquement les professeurs à qui je rends hommage, ce n'est pas une profusion de professeurs comme maintenant, mais il y avait aussi ce qu'on appelait des infirmières, ce qu'on appelait des puéricultrices, ce qu'on appelait, et elles se formaient sur le tas, les professeurs formés sur le tas, et ils étaient très bien, et on allait dans les quartiers. On allait dans les quartiers, on toquait dans les portes des maisons et on professait
la prise en charge de la santé des enfants et de la mère. Et justement, l'organisation a été encore plus pointue avec le carnet de vaccination donc, qui suit l'enfant finalement toute sa vie jusqu'à l'âge adulte. Et là, donc, toutes les recommandations, on peut les trouver sur ce carnet de vaccination. Alors, ce carnet de vaccination a une histoire. Au début, c'était la moitié, la taille de la moitié. Il était rose. Il était rose. Il était rose, c'était. Et après, on a eu ce carnet parmi les premiers, les plus performants au monde. Attention, parce qu'il y a des gens qui vont me dire ah, ça. Non, je parle que l'outil carnet de santé est performant. Il va de la présence de l'enfant, du fœtus, de l'enfant dans le ventre de la maman, comment que ça se passe jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui. Ce qu'il faut dire par contre, c'est qu'on a, je ne sais pas pourquoi, je devine, mais peut-être que ce n'est pas sûr, je ne sais pas pourquoi, on a délaissé la prévention, on a délaissé ce carnet, on n'a pas apporté depuis quelques années l'attention nécessaire au PMI, alors qu'elle devrait être performante, elle devrait être le fer de lance de notre système de santé et non plus l'hôpital. L'hôpital a tout envahi, l'hospitalocentrisme, l'hospitalo, alors que là, c'est pour prévenir. Donc, je persiste à dire que ce carnet, cet outil de préservation de la santé de l'enfant, de la mère et de l'enfant est formidable. Si on ne sait pas, si on ne veut pas l'utiliser, si on ne sait pas l'utiliser, c'est pas l'outil qui est mauvais, c'est que l'utilisateur, il n'est pas... D'autant plus qu'il faut dire que c'est un carnet quand même qui est très détaillé, avec des pictogrammes, avec des histogrammes aussi. Les premiers. On dit, quand je dis qu'on s'occupe de la mère et de l'enfant, et l'Algérie est pionnière. Moi, je suis fier de le dire, je suis fier de ce professionnalisme des gens qui dirigeaient la santé. C'est... Avant la grossesse, on s'occupe de la maman. Est-elle prête? Est-elle en bonne santé? Quels sont les problèmes qui se posent? Et on y va graduellement jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ça, c'est le carnet de santé. On parle beaucoup des gènes, on parle beaucoup des chromosomes, ça c'est des gènes sociaux. Là, on aura c'est comme une puce de téléphone, on aura depuis que le bébé est dans le ventre de la maman les premiers jours, depuis le test de grossesse. Depuis le premier jour, tout est inscrit jusqu'à 18 ans. Et croyez-moi. Et ce sera donc aussi un carnet qui suivra donc l'enfant de 18 ans toute sa vie, toute sa vie après. Sinon, docteur, juste pour revenir un petit peu à l'actualité, donc qu'en est-il maintenant? Donc ça, c'est pour tout ce qui est prise en charge déjà, qui se fait de façon très naturelle et qui se fait déjà depuis et on le fait depuis des décennies. Des décennies, voilà, et on continue à le faire parce que c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs pour la prise en charge des enfants et de la maman aussi. Mais qu'en est-il, encore une fois, aujourd'hui, avec la conjoncture sanitaire actuelle, donc liée au Covid, de la prise en charge donc, de ces enfants? Alors, on revient à l'actualité, le Covid-19. Pour comprendre le Covid-19, moi, je reviens toujours à des données de base. C'est un virus. Nouveau, pas tellement nouveau que ça, c'est un virus qui m'encolle qu'à chaque fois, voilà. Il était peinard, il était gentil, il était peinard. Il est devenu un peu plus méchant jusqu'à ce qu'il devienne meurtrier. Meurtrier si on ne prend pas garde. Ça, c'est la règle du jeu de la vie. Si vous ne prenez pas garde, si vous ne prenez pas vos précautions dans la vie, là, vous allez payer le prix. Ça, c'est la vie, ça ne tombe pas du ciel. La vie, il faut l'entretenir. Quoi que vous riez. Ça tombe du ciel, par contre. Elle nous est offerte par le ciel. Ça, c'est le virus. Deuxièmement, il y a la façon de se protéger du virus. Justement, docteur, la façon de se protéger du virus, donc quand on est adulte, déjà quand on est adulte, et c'est pas évident, donc on rencontre toujours des gens qui vous disent, moi je supporte pas le masque, ça m'étouffe, on oublie de se laver les mains, on oublie de se désinfecter. Et là, qu'en est-il de l'enfant? D'autant plus qu'aujourd'hui, l'enfant est scolarisé, ils ont repris donc l'école. C'est vrai qu'il y a tout un protocole sanitaire qui a été donc imposé par le ministère pour assurer la sécurité de l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Encore plus. Le virus, il agit essentiellement sur l'appareil respiratoire, c'est-à-dire la respiration. Moi, je dis, les gens qui disent « je ne supporte pas ce masque », je leur demande une chose,
c'est de plonger la tête dans une bassine d'eau Oui. et de ne pas respirer. Oui. Et de ne pas... Vous allez tout de suite... À ce moment-là, quand vous allez vous retirer, vous allez étouffer. Ce masque, c'est rien du tout. Et toutes ces histoires, ça je m'adresse aux téléspectateurs, toutes ces histoires, qu'il y a une diminution de la concentration d'oxygène, tout ça, ce n'est rien devant Exactement. la baisse de concentration quand Baïd Shar vous avez levé. Concernant les enfants et le Covid, il faut savoir une chose, que ce virus, on en apprend tous les jours. Ce jour, on dit une chose, le lendemain, des études montrent qu'il y a autre chose. Ce virus est quelque chose d'extraordinaire. Moi, il m'épate, moi, il m'émerveille. Et c'est pour ça que je me tiens à carreau. Chez les enfants sont porteurs du virus. Aux dernières informations médicales, les enfants sont porteurs du virus. Les enfants sont contaminants. Ça se pourrait qu'un autre puisse me sortir une étude disant que non. Oui, ça va. Nous sommes en train de découvrir, de toute façon. On n'a pas assez de recul par rapport au virus. Voilà, c'est le virus, on en apprend tous les jours. C'est des cohortes d'études. On prend par exemple 100 enfants, 200, 500 enfants. On trouve des choses, d'autres enfants. Troisièmement, lorsque les enfants sont touchés, sont porteurs du virus, mais ils ne présentent pas de pathologie. Par contre, certains enfants sont même morts à cause du virus. Ce n'est pas énorme. Et deuxièmement, c'est des formes de maladies très graves. Les enfants, quand ils présentent cette forme, c'est pour ça qu'il est essentiel de codifier la prise en charge des enfants face à ce corona. C'est vrai que l'éducation est fondamentale chez les enfants. Elle est fondamentale, on ne peut pas arrêter. C'est comme la croissance, quand on se nourrit, là on nourrit le cerveau, c'est très important. Mais je crois qu'il faut être extrêmement prudent. C'est codifié. Les enfants au-dessous de 12 ans, de 6 ans peuvent porter le masque. Cependant, j'adresse un message aux enseignants dans les écoles, aux institutrices que je salue et aux instituteurs, il faut aérer la salle, même s'il fait froid. Ils gardent juste leur veste. Ils gardent juste leur veste. Il vaut mieux avoir froid qu'avoir le virus. Ça, c'est très important. Il faut aérer. Mais nous sommes dire au climatiseur. Excusez-moi, je pas. Le climatiseur, il brûle. فتحوا التواقي. فتحوا التواقي. تهوئة, c'est l'aération, le changement d'air, le renouvellement d'air, le courant d'air. Ça, c'est très, très important. Et les enfants sont contaminants jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il faut pratiquement chaque jour être au courant des études, des recherches et écouter les gens qui font de la recherche. J'aurais aimé, je souhaite, Amin Roliarbi, que ces équipes de recherche naissent en Algérie. Inch'Allah. Et pas des recherches sur la planète Mars. C'est des recherches il faut publier, il faut informer. Justement, docteur, maintenant, les enfants, on a dit que ce sont des porteurs du virus et généralement, ils ne présentent aucun symptôme. Donc, ils sont asymptomatiques, ils peuvent porter, donc ils peuvent contaminer. Ils contaminent. Voilà, et donc ils peuvent contaminer et parfois, ils sont asymptomatiques, donc on ne sait pas qu'ils ont le Covid. Est-ce que vous conseillez qu'on aille vers des tests réguliers avec les enfants, par exemple? Je crois que non, sauf si dans une école, c'est codifié, sauf si dans une école, on trouve 3 cas. On détecte 3 cas dans une classe. Et on trouve, ça va crescendo, on trouve dans la même école d'autres classes qui sont contaminées, tout ça. On peut à ce moment-là tester les personnes adultes, parce qu'il n'y a pas que les enfants dans les écoles, les personnes adultes, et surtout isoler les enfants et veiller, je reviens à mon carnet, veiller à la vaccination des enfants. Il ne faut pas reporter ça. La vaccination est essentielle. Il faut vacciner contre la polio. La rougeole tue les enfants plus que le Covid-19. Donc, il faut raison garder. Il faut garder son chemin
qui est codifié par le calendrier de vaccination, par le carnet de santé. Et ça, il faut être strict sur ça et être... je crois que c'est là où les UDS, ce qu'on appelle la santé scolaire, mais qui en réalité est une merveilleuse machine algérienne du système national de santé algérien, les unités de dépistage et de suivi, je crois que dans cette période, il faut qu'ils se bougent et qu'ils soient très mobilisés. Non pas, il ne faut pas attendre une directive du ministère, tout ça. Non, il faut que chaque médecin de l'UDS, chaque infirmier de l'UDS se sente comme un soldat, un commando, membre d'un commando, et on sait ce que c'est le commando. D'ailleurs, ça s'appelle une unité, elle est rapide, elle est légère, elle n'est pas bureaucratique. Oui. Il faut qu'il soit très à cheval sur ce domaine-là et être très mobilisé. Alors, docteur, juste, alors les enfants, hormis le Covid, on tombe malade, hein, donc on a des angines, on a des bronchites, donc à côté, la vie continue. Alors, ma question, c'est que lorsqu'un enfant, par exemple, tombe malade, donc il a une angine, il a une grippe, il a, je ne sais pas, il peut avoir donc les maladies de saison. C'est pas uniquement cette année. Voilà, hein, ça, voilà ça. Heureusement que la vie a maman connaît ça. Voilà. Alors, est-ce que vous conseillez quand même de garder les enfants à la maison parce qu'ils peuvent être un peu plus vulnérables, peut-être, ou un peu plus fragiles? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce... Super. C'est une compétence doublée d'un instinct maternel. Je vais rougir. Non, c'est vrai. Classiquement, en dehors du Covid-19, je crois que le Covid-19, c'est une étape de la vie. On a toujours préconisé quand l'enfant est patraque, réellement, parce qu'attention, les enfants, ils disent « Maman, je ne veux pas aller à l'école. » Oui, voilà. Les mamans sont très douées pour dépister ça. Exactement. Ça, c'est pour dépister s'il est réellement. Quand il est réellement malade, on le garde à la maison. Ça, c'est pas à cause du Covid ou autre. Et surtout, la deuxième partie de votre question, parce qu'ils sont vulnérables. On est vulnérable lorsqu'on ne mange pas comme il faut. Oui. Si on se nourrit, et ça c'est très grave, par exemple, si l'enfant est obèse, parce qu'on l'a nourri au petit paquet de ce qu'on appelle, moi ça m'horripile tout ça, jus de fruits, alors que c'est des colorants, c'est des tas de trucs, on ne le fait pas manger des légumes, on ne les fait pas manger, on dit que les enfants n'aiment pas les légumes, mais c'est la maman, elle peut tout obtenir de son enfant, ça c'est oui. on dit c'est le roulé, entre guillemets, hein, le roulé mais avec amour de la maman. Et je crois qu'il y a ça. C'est vrai, quand il est malade, quand la maman se voit que son gosse est patraque, tout ça, elle le garde à l'école. De préférence, à la maison. Et elle a raison. Et il faut qu'on apprenne à prévenir l'école que, allô, l'élève intel ne peut pas venir. Je crois que c'est dans notre pratique quotidienne qu'il faudrait développer cet aller-retour entre les parents, l'école. La communication. La communication. Et vous êtes plus doué que moi pour ça. Oh, ça m'étonnerait. Oui, ça m'étonnerait. Non, l'importance de la communication, et je crois que ça, c'est très important, et ne pas retarder le calendrier de vaccination. Surtout. Il faut y aller. Les enfants, les informations scientifiques, les découvertes sont très évolutives. À cause c'est le virus qui il mute souvent. Donc il faut faire attention. Les enfants sont contaminants, sont porteurs. À ce jour, il se pourrait que dans la semaine qui vient, on dise ah ça y est, non, les enfants rien du tout. Exactement. Et quand donc, il faut juste suivre l'évolution des études. Et quand ils ont la maladie Covid, je ne la souhaite pas, ils font des formes très sévères. Très bien, merci beaucoup, docteur. Donc, encore une fois, pour toutes ces informations, on vous retrouvera vendredi prochain, Inch'Allah. Et je vous retrouverai aussi vendredi prochain. Voilà, Inch'Allah, exactement. Merci beaucoup. Alors, on continue le programme et toujours donc dans la sensibilisation au Covid. Là, ça va être un spot de sensibilisation qu'on vous propose de regarder.
Et voilà, donc de retour sur le plateau et Aïda Mecheri vient de nous rejoindre. Bonjour Aïda. Bonjour. Comment ça va Aïda? Super bien. Aïda, tu nous as manqué. Moi aussi. Voilà. Au bonheur Tu de m'as Amel, manqué. au bonheur de Amel avec qui tu passes tous les mardis. Voilà, mais nous, tu nous manques le week-end. Nour me manque terriblement. L'équipe du week-end, c'est particulier. Voilà. Allez, on va dire l'équipe de la semaine aussi, elle est magnifique. Hein. Sans aucun doute, sans aucun doute. Eh bien, aujourd'hui, Aïda, on va s'intéresser à l'enfance, puisqu'aujourd'hui, donc, comme on l'a dit, c'est les 31 ans donc, de la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Et bien entendu, l'Algérie n'est pas en reste, puisque beaucoup de choses se font au profit des enfants, notamment donc, cet organe national donc, de la protection et de la promotion de l'enfance. Ah, tout à fait, tout à fait. Une richesse, une grande équipe. On travaille tous pour promouvoir justement les droits de l'enfant. Et aujourd'hui, j'ajoute uniquement la date du 19 décembre 1992, là où l'Algérie a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, là où on a aussi gagné à travers... la création de la nouvelle loi 1512 relative à la protection de l'enfant, un grand pas pour pouvoir réellement accompagner les enfants, mais aussi à reconnaître les situations de danger. Surtout. Donc voilà, trouver les modalités, les outils pour pouvoir dénoncer ces atteintes aux droits de l'enfant, qu'il me semble un pas important, mais aussi quelque chose qui va nous permettre d'équilibrer, d'évaluer ce qui est en train de se faire sur le terrain, mais aussi ce qui a été réalisé concrètement, et puis ça nous permet d'avancer encore. Effectivement, et justement Aïda, dans ce sens, alors quand on ratifie ce genre de convention, lorsqu'on bâtit carrément des organes de ce genre, des institutions de ce genre, donc on comprend vite que l'activité est régulée, que l'activité est organisée, qu'il y a des stratégies, qu'il y a des plans d'action qui sont en train de se faire. Absolument. Et justement, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en Algérie au profit donc de nos enfants? Eh ben, regardez, si je me contente uniquement pour parler de l'organe national, parce qu'en collaboration, on travaille avec d'autres institutions qui sont Notamment réellement... aussi les ONG, les associations qui font un travail énorme, un travail magnifique. Mais réellement, il me semble que ce travail de réseau nous a permis, nous, organe national, de pouvoir trouver les modalités de travailler ensemble, mais aussi de redynamiser. Et puis, j'en profite probablement pour ouvrir la parenthèse et de parler de l'organisation, déjà de l'organigramme, là où il contient le comité permanent de coordination qui englobe 17 secteurs ministériels, y compris les associations les plus actifs nationaux qui activent sur le terrain. Ceci donne une richesse extraordinaire qui se rencontre mensuellement au niveau de l'organe national, qui travaille sur les thématiques de l'organe national sur deux volets important. Le premier qui est de protéger les enfants en danger, dans la protection, mais aussi le deuxième pour promouvoir les droits de l'enfant. Et à partir de là, on équilibre dans ce qu'on peut faire réellement sur le terrain, mais aussi travailler dans ce qu'on peut construire dans le futur pour vraiment protéger ces enfants de tout ce qui peut nuire. Et justement, Aïda, protéger les enfants de tout ce qui peut nuire. Alors, protéger les enfants de ce qui peut nuire, c'est vrai qu'on peut penser à tout, mais finalement, quels sont les plus grands dangers auxquels l'enfant est confronté et qu'est-ce qui se fait finalement au profit de ces enfants? Parce que quand on dit danger, ça peut être un danger, par exemple, domestique. Des accidents domestiques peuvent être un danger, mais peut-être il y a des dangers qui sont beaucoup plus important et on passe à côté justement. Et justement l'organe est là, il a un plan d'action quand même beaucoup plus structuré. Regardez, votre question elle est pertinente pour la simple raison que c'est nouveau, on est en train de construire les choses ensemble. Ce qui est nouveau aujourd'hui à travers ce texte de loi 1512, c'est que vous savez, moi je sais que l'enfant, on le définit de zéro, de sa naissance à, vous avez une idée de l'âge? À 18 ans. Ceci clarifie un tout petit peu tous les cycles de développement dans l'enfant. Donc on peut parler de la petite enfance, de jeune enfant, de l'adolescent. Et dans la différence, on peut retrouver des situations qui sont très complexes. Aussi, tout ce qui peut être dangereux. Dans l'article numéro 2, c'est défini à travers
14 situations. Mais aussi, si on parle de 14 situations qui parlent de le manquement dans l'éducation, qui parlent aussi de la mendicité ou l'utilisation de bébés ou permettre à l'enfant de se retrouver dans un contexte, l'exploitation économique. On peut parler aussi de tout ce qui peut nuire à sa santé, la maltraitance, on peut parler de l'agression, l'exploitation voilà, ça m'échappe. Oui. Ah, mais l'agression L'agression sous physique, toutes ses formes, toutes ses formes, morale, sexuelle, excusez-moi, je reprends mes mots, mais aussi... C'est l'agression vraiment à large volet. Oui, mais aussi sexuelle. Je m'arrête pour dire combien que dans ma société, la pudeur, parce qu'ils n'ont pas le moyen, parce qu'ils ne savent pas, parce que les gens ne dénoncent pas, parce que c'est par peur d'avoir plus de complexité, de Et soucis. après, les séquelles sur l'enfant, Voilà. c'est Alors, pas évident de prendre ça regardez. en charge. Si on cite dans l'article numéro 2 ces 14 situations, ce n'est pas juste parce que ça existe, ce n'est pas uniquement parce que c'est défini ainsi, mais parce que aussi on peut inventer dans la 14e proposition toute situation là où le texte de loi ouvre une grande parenthèse pour pouvoir parler de tout ce qui peut nuire à sa santé, moralité, à son éducation, à sa sécurité, tout ce qui peut être situation. Ça veut dire le facteur il vient de l'extérieur, il peut nuire à l'enfant. Aussi, s'il se retrouve dans un contexte, des contextes où si son comportement peut être dangereux pour lui. Et ça, je parlerai de ces adolescents qui ne savent pas très bien, on va dire les rebelles, les jeunes enfants qui se retrouvent dans des situations difficiles, dans la consommation, les actions à risque, tout ça. Ça veut dire quelque chose qui vient émane de eux-mêmes. Aussi dans le texte de loi, tout cet environnement, le cadre dans lequel l'enfant peut se retrouver et puis voilà quelque chose qui pourra nuire à son épanouissement, à son bon développement. Ça veut dire que définir, ce n'est pas le 1, 2, 3, mais ça veut dire chercher toute situation là où on pourra vraiment ouvrir dans tout ce qui peut toucher son éducation, sa moralité, le bien-être et puis le contexte là où il peut se retrouver. Il faut dénoncer. Il faut souligner pour permettre à ces gens de justement lever le voile sur tout ce qui peut nuire à l'enfant, à son épanouissement, à tout ce cadre là où on peut retrouver des enfants seuls, les enfants sans parents, là où on peut retrouver les enfants utilisés, maltraités, qui se retrouvent dans des situations complexes. Ça va nous permettre d'évaluer ce qui a été fait justement sur le terrain et puis construire des données à travers un chiffre, mais à travers un vécu aussi de professionnels qui vont nous permettre de remarquer, d'évoluer cette richesse de pouvoir évoluer dans le temps. Ce qui était avant n'est plus ce qui se fait aujourd'hui, et j'imagine que ça ne sera pas le futur parce que j'imagine qu'avec la promotion, la formation, les séminaires, le travail qui se fait avec ces professionnels de terrain, tout le monde s'acharne pour pouvoir vraiment ajuster les notes, ajuster les connaissances, ajuster ce savoir justement dans ces textes de loi pour pouvoir vraiment accompagner les enfants et puis améliorer cette prise en charge, améliorer le vécu des enfants. Et justement, donc là, Aïda, on a évoqué un petit peu le côté de communication. Et c'est vrai que le côté communication est très important. Et puis, il y a eu quand même plusieurs publications de la part de l'organe, notamment donc, des guides, aussi des dépliants, donc encore une fois, pour éclairer sur la situation de l'enfant et en plusieurs langues. Hein, donc déjà en langue amazigh, en arabe, en français. En amazigh, c'est une première pour le texte de loi. Là où ça nous permet aussi de permettre de clarifier ces textes, mais aussi d'avoir cette traçabilité et puis toutes les études qui vont nous permettre de construire sur le terrain un outil palpable qui va permettre au large public de professionnels de pouvoir réellement trouver les textes, mais aussi d'enrichir sur tout ce qui peut être en lien avec les droits de l'enfant, avec le travail avec l'enfant. Mais aussi, vous savez, les principaux textes relatifs à la protection des droits de l'enfant
l'enfant. Ça, je crois que c'était parmi les premiers soucis dans les deux langues. Je vous invite à aussi à voir ce modèle, là où on peut retrouver... Alors là, nous avons les deux langues. Ah oui, ça c'est pour avoir le modèle de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais aussi le texte de la protection des droits de l'enfant, le texte numéro 15-12. Mais aussi, vous savez, le vrai travail de terrain, c'est de pouvoir simplifier, expliquer doucement. Vulgariser surtout pour que les gens comprennent. Voilà. Parce que c'est vrai que les textes de loi, généralement, sont écrits avec beaucoup de difficultés. Donc, essayer de vulgariser afin que tout le monde puisse comprendre. Et ce que vous avez dans les mains, c'est un modèle pour permettre à ces enfants, justement, d'apprendre à se protéger eux-mêmes et puis leur expliquer, leur donner le pouvoir d'habiter les espaces, les lieux pour prendre cette parole et puis revendiquer leurs droits. Revendiquer leurs droits en chantant des cantines parce qu'on leur parle souvent, on leur cause souvent avec des cantines. Et dans ce sens, Aïda, justement, c'est un Knouch, notre collègue journaliste qui est elle-même conteuse d'ailleurs, qui est elle-même conteuse, s'est intéressée aux cantines pour enfants. Et là, donc ça va être un reportage qu'on vous propose sur les cantines d'enfants, donc les cantines qui nous ont accompagnés durant toute donc notre enfance et jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, quand on les entend, ça fait toujours, ça nous enchante toujours. Donc ça va être un reportage qu'on vous propose de retrouver et plutôt de voir et on se retrouve juste après. Baratte, baratte, donne-nous un beurre bien blanc. Baratte, baratte, pour qu'on puisse remplir la jarre. Qu'il neige ou qu'il vente ou qu'il fasse beau, berceuse, comptine et chansonnette ont toujours fait partie du quotidien de l'enfant. يا جنجل يا جنجل وين بت البارح اش مو صالح هذا يلم وهذا يشم وهذا واش يدير. Des cantines qui viennent d'ailleurs, célèbres et chantées par plusieurs générations. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Il y a aussi celle qu'on aime bien chanter en famille. قوش لا يا قوش لا قوش الباب علي جاي يصلي بينا طاح في البسينة والبسينة مسوسة يا بت علي يا موسى أعطيني شعرها من راسك باش نعطيها باش نلقح صباطي عند القاضي والقاضي ما هو راضي. Des cantines qui font partie de l'enfance sont inscrites dans l'histoire de chaque peuple. Ce sont de merveilleux outils d'éveil. Le soir, quand on occupait les enfants, par exemple, voilà, ça les occupait, ça leur apprenait le langage de nos ancêtres, les vieilles. Il y avait aussi, à l'occasion du Mouloud Nebaoui, Mouloud Nebe, Lella Fatima. De plus en plus rare, cet outil qui créait jadis une relation très particulière avec l'enfant est délaissé. Généralement, c'est ma belle-mère qui chante à mes enfants les cantines algériennes. Ils ne chantent plus parce qu'on ne leur apprend plus à chanter. Et parce qu'à l'école, le chant est persona non grata, il ne figure pas dans les emplois du temps. Si ce n'est à de rares exceptions dans certains établissements, quand des professeurs aiment le chant, la musique, le théâtre, ils font ça avec leurs élèves. Mais ils sont très rares en Algérie. Un patrimoine légèrement délaissé, une poésie populaire qui véhicule toute une identité. Nos cantines doivent absolument retrouver leur place. Et les cantines qui nous rappellent donc notre enfance, n'est-ce pas, Aïda? Et comment ça nourrit, ça nous permet d'avoir cette identité forte de ma société. Et ça renforce aussi surtout les liens entre l'enfant et les parents, et les grands-parents, et les frères et sœurs, parce que généralement on le fait tous ensemble. Ah, comme ça.
Ça m'a tout de suite rappelé maman. D'ailleurs, une belle cantine, c'était Bled Sid Rjal, Tahf Qdira Maben. Donc, voilà. C'est très poétique. Ça m'a directement rappelé les beaux moments que je passe, d'ailleurs, jusqu'à présent, que j'ai passé avec maman, d'ailleurs, qui est en train de les apprendre à mes neveux. Voilà. Voilà. Donc, vous l'avez compris, Kenzan Char vient de nous rejoindre et c'est tout à fait normal parce que, comme on le disait avec Aïda tout à l'heure, donc il y a effectivement l'organe national qui existe, donc il y a tout un plan d'action de la part de l'État qui se fait au profit des enfants, mais les ONG ont un rôle quand même primordial dans tout ce qui se fait dans la société, notamment donc les associations, n'est-ce pas Kenza? Exactement. Il y a un rôle très très important que joue la société civile, on le dit toujours, c'est le rapport entre le citoyen et les autorités. Donc d'ailleurs, on ne peut pas parler de l'enfant sans parler de la protection de l'enfant. Et d'ailleurs, ce mardi dernier, l'APN a adopté carrément le projet contre l'enlèvement. Donc, l'enlèvement qui devient quand même un fléau. Un fléau, surtout après l'histoire de Sheima Allah yarhamha, qui c'était un acte barbare. Donc le projet de loi prévoit la peine de mort et la prison à perpétuité contre l'acteur de kidnapping. Mais ce qu'il y a dans ce projet de loi, c'est qu'on différencie entre le kidnapping de l'enfant ou de la personne majeure. D'ailleurs, pour l'enfant, le projet de loi prévoit carrément 2 sanctions, c'est ou la perpétuité ou la peine de mort. Et bien évidemment, le projet aussi prévoit l'interdiction que l'auteur bénéficie de procédures de permis de sortie ou de semi-liberté ou de libération conditionnelle ou encore de placement extérieur. Donc voilà, ça c'est une avancée et d'ailleurs c'est la société civile qui en a longuement parlé de cela car c'est tout simplement un crime. Le kidnapping d'enfants, c'est un crime. Donc nous sommes contents justement que ce projet de loi soit passé. Et puis d'ailleurs, on parle aujourd'hui de cette journée internationale des droits et des obligations de l'enfant. Donc évidemment, il faudrait que l'enfant puisse connaître ses droits. Surtout. Et l'enfant, il est toujours accompagné. Il y a le rôle de l'enfant, il y a le rôle de tout, il y a le rôle de l'environnement de l'enfant qui est responsable justement de lui faire connaître ses droits et ses obligations. Mais il faut quand même une certaine adaptation au contexte, une adaptation à l'évolution de notre époque. Donc, je vais proposer deux différentes initiatives. Donc, la première, c'est d'un jeune homme qui a 12 ans. Il a fait ses 12 ans il y a 3 jours d'ailleurs. On le salue. C'est Mohamed Talks. Donc, Mohamed, qu'est-ce qu'il fait? À travers les réseaux sociaux, à travers sa page Facebook ou son compte Instagram, eh bien, c'est un créateur de contenu. Il produit des vidéos sur la self-motivation, donc sur le développement personnel, sur comment se motiver. Il a carrément des lois sur la vie. Il appelle ça The Rules Life. Et il fait ça d'une manière très... Il est bien suivi, hein. Il est très suivi. Plus de 5000 followers, et il est bien suivi. Exactement. Il ne cesse justement, son audience ne cesse d'augmenter. Mais il a cette manière de faire valoir ses droits et ses obligations. D'ailleurs, il est toujours en train de sensibiliser dans ses vidéos. Donc, c'est des vidéos pour les enfants et les adultes. Hein. Donc, il sensibilise souvent les parents à accompagner l'enfant, à communiquer avec l'enfant. Et d'ailleurs, il témoigne de sa propre expérience. Lui, quand il était jeune, il a toujours communiqué avec sa maman. Mais par exemple, ses vidéos sont toutes en anglais. Donc, c'est en anglais ou en arabe. Donc, voir un enfant qui fait des vidéos d'ailleurs sur le comportement, comment avoir une certaine assurance, comment gérer ses challenges, comment gérer sa vie, son temps, par un enfant, déjà, c'est assez original. Et puis aussi que ça se fasse en anglais. Donc, il fait bien passer ses messages. Il sensibilise surtout les parents à ce qu'ils accompagnent leurs parents. D'ailleurs, si vous allez voir sur son compte Instagram, nous allons pouvoir voir une photo. Sur son compte Instagram, vous allez voir qu'il y a une mention. Ce compte est géré par les parents de
de Mohamed, parce que justement c'est un enfant, donc il rappelle ce rôle de l'environnement de l'enfant dans sa protection et dans son orientation. Et d'ailleurs il est là sensibilisé à lire des livres, il veut devenir physicien, donc il est tout le temps en train de faire, il a fait des conférences en présentiel, voilà. Donc Mohamed Talks Mom Account, donc c'est le compte de sa maman, donc bref c'est du contenu de Mohamed, mais il est là à interagir avec sa maman. Donc il fait des camps, donc avant le corona, donc il faisait des conférences en présentiel, donc c'est toujours sur le développement personnel, et c'est très percutant de voir un enfant qui vous dit si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Voilà, quand un enfant nous le dit, j'avoue que il arrive à nous capter, mais il s'est aussi adapté au contexte. Donc, il fait même des conférences en visioconférence, pas qu'avec des Algériens, mais avec des enfants d'un peu par le monde. Donc, on lui dit d'abord merci pour tous les conseils qu'il nous donne tout le temps. Et puis aussi, ce qui est important, par exemple, il fait même des rappels. Donc, par exemple, dernièrement, il a fait un rappel sur le savant algérien Bnou Nabi, ou encore il a parlé de l'Mouloud, comment l'enfant passe le Mouloud, ou encore sur des dates historiques. Donc, il s'adapte au contexte. Oui. Il est là, il parle des sujets d'actualité en anglais par un enfant de 12 ans. Un Algérien, on est très fiers de lui, donc on lui dit aussi merci et puis big up à lui. Alors juste, je voudrais faire intervenir Aïda par rapport quand même à cette magnifique initiative donc d'un enfant quand même de 12 ans. Ils n'arrêtent pas de nous impressionner, les enfants quand même. Alors Aïda, justement, toi tu es en contact direct avec les enfants au quotidien, donc finalement voir ce genre d'initiative, ça fait quoi? Moi je dirais, vous savez, moi j'ai eu la chance aussi de côtoyer les parents, les professionnels qui ont la compétence de palper ces petits enfants et puis de les épauler, de leur permettre de prendre cette parole. Ce n'est pas un rien du tout. Ça, c'est un contexte dans lequel on essaie de construire pour permettre à ces enfants de chanter, de prendre une parole, d'être très présents, de prendre ce pouvoir. Et j'en ai vu une princesse ici sur les plateaux elle sera parmi nous tout à l'heure. Elle sera parmi nous tout à l'heure. Vous savez, ça c'est une construction de ces personnes derrière eux. Reconnaître à ces parents qui font des efforts énormes pour pouvoir vraiment les nourrir à travers des activités physiques, c'est-à-dire tout ce qui est sport, manuel, tout ça, ils sont en train de briller, mais aussi tout ce qui est artistique. On les voit, des petits comédiens, des clowns. Vous savez, je retiens l'expérience pendant le Covid de cette expérience d'enfants clowns qui ont essayé de retrouver le modèle, tout ça. La richesse est de pouvoir permettre à ces enfants d'avoir les épaules larges. Je rejoins un peu ce qui a été donné à travers cette parole, le chant, cette possibilité de pouvoir crier, écrire, tout ça. C'est avoir cette identité là où ils sauront dire les choses différemment dans notre langage. Et puis pourquoi ne pas promouvoir aussi dans les droits de l'enfant pour leur permettre que ça c'est votre corps, que ça c'est votre nourriture, que ça c'est votre soin. Il me semble que c'est là où on pourra vraiment aider ces enfants pour parler à d'autres enfants qui n'ont pas cette chance, dénoncer l'harcèlement, dénoncer la maltraitance, dénoncer la mendicité, dénoncer l'exploitation économique, dénoncer ces situations. Là où c'était un peu ambigu, tabou, on ne pouvait pas trop voir si on avait la responsabilité de le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut dire que les adultes, ils sont un peu plus ouverts, ils sont beaucoup plus sensibles à la question de l'enfant. D'autres initiatives, Kenza? Effectivement, Aïda, tu as très bien fait de parler de la prise de parole de l'enfant. C'est d'ailleurs notre deuxième initiative, c'est Snaï. Donc Snaï, c'est d'abord été un projet de jeunes, par la suite ça s'est transformé carrément en start-up. Donc Snaï, c'est un groupe de jeunes, donc c'est géré par Yacoub Ben Arab, donc c'est un jeune de 23 ans si je ne me trompe pas. Et ce qu'il propose... C'est impressionnant, les jeunes. Oui, une force. Et donc ce qu'il propose carrément, c'est des formations pour les enfants. Donc quand on parle de formation, on a tendance à la rapprocher au monde des adultes, tout au contraire. Formation professionnelle, quelque chose. Justement, donc c'est des formations professionnelles pour les enfants. Donc par exemple, ils font des formations dans la programmation, programmation informatique, donc pour développer des applications ou des jeux
pour eux même. Il y a aussi des formations en intelligence artificielle. C'est notre époque, c'est l'actualité en ce moment. Enfin, et c'est surtout notre futur, notre présent, le présent dans certains pays et le futur pour d'autres, un futur très proche. Et puis aussi des formations dans l'impression 3D. Mais ils ont une manière justement d'apprendre. Ce n'est pas juste un cours, voilà, il y a la théorie, il y a la pratique. D'abord, c'est déjà des cours pratiques, donc ils pratiquent justement tout ce qu'ils apprennent sur place. Donc, vu que c'est principalement sur Internet et à travers un outil informatique, mais aussi le fait de faire ces formations en ligne. Donc, déjà, il y a cette adaptation à l'outil informatique, ce passage de la classe, de la table à l'outil informatique, mais surtout, ils leur apprennent aussi les compétences de vie. Et les compétences de vie, donc nous avons 12 différentes compétences de vie, dont il y a une compétence qui est très importante, c'est la prise de parole. Donc c'est des enfants qui ne se connaissent pas du tout, qui sont là durant la formation. Le premier contact est très très important. Donc ils leur font des petits jeux assez drôles, assez sympas à ces enfants. Donc c'est des enfants de 8 jusqu'à 16 ans. Donc ils leur apprennent des méthodes assez ludiques, donc comment se présenter, comment prendre la parole, c'est-à-dire il y a la stabilité, donc comment apprendre à négocier, parce qu'ils font des petits projets à l'issue de ces formations. Vous êtes en train de sourire, c'est justement, c'est de bons managers justement. Voilà, j'étais exactement en train de penser à la compris comme ça. J'étais vraiment en train de penser à ça. Je disais, voilà, on leur apprend finalement. Tout à fait. C'est les compétences de vie, voilà. C'est l'importance justement de ce genre de formation. Ce qui est important actuellement dans les droits, de faire connaître justement les droits de l'enfant, c'est de savoir communiquer. Et on l'apprend à l'école. L'école ne suffit pas juste à présenter un cours ou juste d'écrire ou lever la main pour parler. Et puis même on voit comment on s'adresse, si juste on peut revenir. Alors vous êtes un artiste, c'est déjà un ancrage qu'on est en train de faire à l'enfant, c'est déjà une confiance que nous sommes en train de lui donner. Donc même la pédagogie, on voit qu'elle est là, on voit que le travail quand même est très réfléchi. Par exemple, voilà. à la fin de chaque cours, il demande à l'enfant de résumer. Donc à chaque fois, il y a un rôle, il y a chacun son rôle de présenter le résumé du cours. Donc c'est assez. Et ils ont des petites méthodes de motiver l'enfant pour créer des petits projets. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup. Vraiment, il y a de très belles initiatives qui se font. Kenza, merci beaucoup. Avec joie. On te retrouvera la semaine prochaine avec d'autres actualités associatives, puisque le mouvement associatif ne s'arrête jamais. Donc c'est vraiment un véritable levier pour la société. Merci Kenza, Aïda, merci beaucoup. Merci. On te retrouvera mardi par contre. Jeudi. Ah, jeudi, d'accord. Jeudi, un jour d'intervalle. Un jour d'intervalle. Merci beaucoup, merci Aïda. Et donc, merci à vous deux. Et on continue. Et là, ça va être donc toujours dans les différentes initiatives qui ont été initiées donc, pour la protection de l'enfant. Donc, le réseau NADA qui fait quand même un travail colossal auprès des enfants. Feria Hamdi s'est intéressée justement au réseau NADA et elle a même donné la parole aux enfants. Regardez. La Convention internationale des droits de l'enfant est un texte de 54 articles adopté par les Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Ce texte est très important, mais pas suffisant. Il reste beaucoup à faire pour faire des droits des enfants une réalité. Les droits ne sont réels que dans la mesure où ils sont mis en pratique. Promouvoir les droits des enfants, c'est tout d'abord créer les conditions sociales, économiques et culturelles, afin que tous puissent y accéder. Mais que pensent nos enfants ? C'est une journée dédiée aux enfants, donc c'est tous les pays qui se sont mobilisés pour les enfants, parce que les enfants aussi ont des droits, le droit de jouer, le droit d'aller à l'école, le droit à des soins médicaux, etc. La journée internationale des droits de l'enfant a été abolie, c'est des lois qui ont été abolies spécialement pour l'enfant.
car pendant plusieurs années, les enfants étaient persécutés. Et maintenant, c'est loin tout ça. Les années où l'enfant a été persécuté sans droit, eh bien, c'est révolu. Maintenant, les enfants ont des droits comme aller à l'école, jouer, ou bien sûr manger à leur guise, comme la santé, qui est vraiment très importante ces temps-ci, surtout avec cette époque de ce virus, le corona, qui en quelques temps cause de nombreuses pertes aux familles, mais qui cette fois dans les écoles on respecte les règles sanitaires. Et vraiment pour moi mon rêve c'est que cette espèce de virus dans l'air anxiogène se disparaissent, à vrai dire, afin qu'on vive quasiment tous ensemble. Pas la peine de bavette, on s'entend moins en cours, on comprend moins. Ce serait beaucoup mieux s'il n'y aurait pas de bavette et ce virus. L'enfant, aujourd'hui, grâce à cette loi, a des droits. Et ces droits sont, il a le droit à l'éducation, au jeu et à tous les soins nécessaires. Pour qu'un jour, lui, il grandisse et qu'il éduque un autre enfant. Et ainsi de suite, c'est comme ça que tourne la vie. Et mon souhait pour cette année, ce serait vraiment que ce virus vraiment dangereux s'en aille pour que la vie puisse recommencer son cours normal. Parce que ça s'appelle pas vivre ça avec les bavettes, mettre du gel tout le temps. J'espère vraiment que ce virus s'en ira d'ici la fin de 2020, je l'espère. Ce serait l'un de mes plus grands souhaits. Mais que propose le réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant NEDA, qui œuvre pour le respect et la défense des droits de l'enfant? Pour protéger les enfants, تأسسنا في كثير من الملفات كأطراف، خاصة فيما يخص الحضانة، فيما يخص الولاية، فيما يخص النفقة، فيما يخص الاعتداءات سواء في الوسط المدرسي ولا في الوسط العائلي ولا في الوسط المفتوح. وكانت لنا أذان صاغية من قبل قضاة الأحداث وخداو بالتقارير والمحاضر ديالنا والتبليغات كملفات موضوع وحكموا على أساسها كما تنص عليه المادة 7 من قانون حماية الطفل. هاد لي زونفون هما يتوجهوا للشبكه اللي عندنا، حنا نروحوا للمدارس، كاين اور ولايه، كاين هنايا في ولايه الجزائر نروحوا للمدارس وما يقعد اتصال بيننا وبين الطفل، حتى الاولياء تاعهم نديروا لهم دي فورماسيون سور لي دروا دو لونفون، يعني حتى لي بارون يعرفوا كيفاش يتعاملوا درك مع الاطفال تاعهم. Cette journée offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et voilà, donc on rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture et on revient donc à la thématique d'aujourd'hui relative aux enfants. Donc comme on l'a vu sur le reportage de Faria Hamdi, le plus important c'est donc transformer la symbolique de cette journée donc, qui est liée à la convention donc, internationale relative aux droits de l'enfant sur terrain, et c'est ce qui se fait justement partout dans le monde, en Algérie en l'occurrence, à travers le réseau NADA qui est représenté aujourd'hui par son représentant. Donc, M. Abdelrahman Ar'ar, vous êtes le président du réseau NADA. Marhaba bik. Mais c'est mieux représentant. Représentant, vous aimez, vous préférez. Voilà, il faut dire que Abdelrahman Ar'ar, c'est vraiment le président sur terrain, qui est présent sur terrain. Ouais. Donc vraiment, parfois, il oublie complètement qu'il est président, qu'il est d'abord acteur de ce réseau. Alors, Abdelrahman Ar'ar, on rappelle que le réseau NADA est un réseau qui existe depuis 2004. Oui. Et donc, depuis, beaucoup d'actions ont été faites au profit des enfants, mais au profit aussi des parents, comme nous l'avons vu sur le reportage de Faria Hamdi. Effectivement, donc bonjour, merci pour l'invitation comme d'habitude. On est chez nous,
Vous êtes chez Voilà. vous, effectivement. Donc, comme vous avez dit, que la journée, elle est symbolique, mais elle est importante sur le plan politique et stratégique par rapport à la Convention internationale. C'était un moment très fort pour évaluer la situation des droits de l'enfant, mais aussi comment la Convention internationale des droits de l'enfant, elle est appliquée et pratiquée sur le terrain. C'est vraiment la question. La question. Plus soit à pertinente. travers les lois, soit à travers les mécanismes, les programmes, comment l'enfant algérien, il connaît ses droits à travers cette convention, comment il vit ses droits. La famille, comment elle vit leurs droits. Les parents, est-ce qu'ils ont assez de connaissances, assez de pratiques sur les droits de l'enfant, surtout le contact avec l'enfant. Et le contact entre enfant et enfant, le contact entre enfant et adulte, c'est le plus important, quel que soit son statut. Donc, tout ça, le réseau NADA a développé depuis 2004 plus de 22 projets comme expérience sur le terrain, notamment le signalement sur les violences, sur les situations de non-droit, sur la maltraitance, sur les agressions sexuelles, sur les conflits familiaux, les conflits conjugaux, les fugues, l'enlèvement des enfants. Vraiment, on a fait beaucoup tomber les tabous. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que les choses ne sont plus perçues par la société comme elles l'étaient avant, parce que c'est vrai qu'avant, il y avait un petit peu ces tabous, il y avait un petit peu ces résistances sociales, on va dire, les gens n'osaient pas en parler. Effectivement. Et aujourd'hui, alors on voit qu'il y a une prise de conscience quand même très importante au niveau de la société. Donc aujourd'hui, on n'a plus peur de dénoncer, nous n'avons plus honte d'en parler, et donc effectivement, tout ça, c'est grâce aux mécanismes qui ont été mis en place. Développé, donc il y a une vigilance. Il y a une conscience, il y a une responsabilité, il y a un engagement par rapport au signalement. Mais qu'est-ce qu'il reste? C'est les réponses qui sont lourdes. Parce que le citoyen, lorsqu'il dénonce, il cherche la solution. Effectivement. Où est-ce qu'on est dans les solutions? Et Malheureusement, il y a une lourdeur, il y a beaucoup à revoir, il y a beaucoup de réformes qu'il faut faire dans les mécanismes. Parce que le retour, il faut qu'il soit rapide, il faut que l'enfant soit mis hors danger, il faut que la famille soit protégée, il faut que la justice prenne sa voie, mais aussi, il faut que la victime sente le retour vers la normalité de leurs droits. Parce qu'il ne faut pas qu'ils restent dans la détresse. Alors, justement, M. Alhar, vous avez évoqué quelques lourdeurs, quelques lenteurs, donc qui sont relatives à quoi? À des mentalités, à des pratiques qu'il faut changer. Malheureusement, on a resté dans le schéma classique depuis les années 70. Malgré qu'on a de nouvelles lois, 2015, 2014, 2020, 2019, mais les pratiques sur le terrain, l'opérationnalisation des droits de l'enfant, ils sont faits par l'ancienne mentalité et l'ancien système. Et ça, ça colle pas, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Est-ce qu'il faut faire des formations? Est-ce qu'il faut faire des recyclages? Il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement pour mettre en valeur et pouvoir bien appliquer toutes ces lois? Et donc, comme vous avez dit, et il faut beaucoup de renforcement des capacités. Soit pour les institutions, soit pour la ressource humaine, soit pour la société civile, soit pour les familles. Très bien. Quelqu'un qui travaille sur les droits de l'enfant, il ne connaît pas les lois. C'est pas logique. C'est pas normal, effectivement. Pas normal. Il ne connaît pas comment appliquer les lois, comment faire avec des situations de détresse, de non-droit, etc. Donc là, vous appelez beaucoup plus à un encadrement plus professionnel. Un encadrement, mais plus un renforcement. Il faut plus de programmes. Parce que nous sommes en train d'appliquer toujours les anciens programmes. Il faut revoir tout ça. Il faut une nouvelle communication institutionnelle et une communication de proximité sur les droits de l'enfant qu'on n'a pas. On a des spots qui marchent sur le numéro vert. On a quelques reportages, mais le fond, on n'a pas des programmes de communication qui sont vulgarisés pour nos enfants, soit sur l'Internet, soit sur les chaînes, soit sur les radios, etc., pour développer cette connaissance des droits de l'enfant. On n'a pas. Donc il faut renforcer le système de communication sociale. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on produit? Il y a. Donc il faut faire marcher toute une machine de production. Il faut renforcer les mécanismes existants. Par exemple, on a le mécanisme de kafala des enfants. Mais la kafala, elle marche avec l'ancien système. Il faut maintenant actualiser la kafala.
qui marche avec l'Algérien qui est en Algérie, mais aussi l'Algérien qui est à l'étranger. Ça, c'est important. Il y a l'absence d'autres mécanismes. La médiation, elle est absente. La mise hors danger des enfants, elle est absente. La réparation des victimes, elle est absente. Tout ça, et il faut actualiser les choses et ramener les nouveaux métiers, surtout sur le plan social. Donc vraiment actualiser tous les mécanismes qui existent déjà. Donc ça existe, mais il faut ramener juste les actualiser. Il faut ramener le nouveau, parce qu'ailleurs, ça se développe rapide. Il y a beaucoup de mécanismes qui aident l'enfant à sortir rapidement de sa situation, de sa détresse, soit familiale, soit personnelle, soit dans le milieu scolaire, soit dans le milieu professionnel. On n'a pas ça. Très bien. Et justement, dans ce sens, donc les mécanismes, vous l'avez dit, existent. Donc il reste juste encore quelques modifications à faire, encore un encadrement, un renforcement. Alors le réseau NADA existe depuis 2004. Donc vous êtes... Une grande expérience. Une grande expérience, 2004. Donc on est déjà à 16 ans, mine de rien. Bien sûr. Donc en ces 16 ans, M. Arhar, donc entre 2004 à aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation de l'enfant, donc comme elle était donc prise en charge en 2004 et comme elle est aujourd'hui. Donc, comment vit l'enfant aujourd'hui algérien? Alors, pour se prononcer sur la situation, il y a des normes, il y a des pratiques. La référence, c'est la Convention internationale. L'Algérie a été examinée depuis la signature de la Convention sur la situation en 2012, le dernier rapport qui a été remis, examiné devant le comité international, 99 remarques et réserves qui a été exprimées par le comité international. C'est ça la référence. Très bien. Donc entre 2012 et 2018, le gouvernement et toute la société et les institutions doivent travailler sur la levée des réserves exprimé par le comité international, qui touche le côté juridique, institutionnel, qui touche les mécanismes, qui touche les programmes, qui touche les politiques publiques, etc. Il y a une avancée sur le plan juridique. Il y a beaucoup de lois depuis 2012 à aujourd'hui, donc plus de 4 ou 5 lois. La loi sur la protection des enfants, la réforme qui a touché le code pénal, le code de la santé, derrière le code ou bien la loi sur la protection des enfants, sur l'enlèvement, contre l'enlèvement, etc. Mais sur les autres points pratiques, on a de retard. Vu la situation qu'on a traversée, les dernières années, etc., on a beaucoup de retard. Parce que très prochainement, l'Algérie, elle va être interpellée sur la situation des droits de l'enfant. Ça, c'est un engagement, parce que la Convention, qu'est-ce qu'elle a donné pour l'enfant? Elle a donné des droits, mais aussi des valeurs. Est-ce qu'ils sont respectés ou non? Mais les mécanismes pour suivre la Convention internationale. Donc, nous, on défend cette cause, soit devant le comité, soit devant notre gouvernement. C'est de faire des réformes rapides sur le reste des réserves par rapport à l'application de la Convention internationale, surtout dans les mécanismes et les programmes. On a avancé sur les droits de l'enfant, mais sur les mécanismes de la protection, il y a beaucoup de faiblesses. Très bien. Et M. Arhar, justement, il y a un autre problème aussi, un autre danger, on va dire, auquel les enfants sont confrontés. On a aujourd'hui dans le monde beaucoup d'enfants réfugiés, M. Effectivement, effectivement. Et on a des réfugiés. Nous avons des réfugiés. On a Algérie. Pour eux, l'Algérie... Suite à la malvie, surtout les conflits et les problèmes économiques et sociaux. Parce que la plupart des enfants réfugiés qui viennent des pays africains, qui sont sur le sol algérien, ils sont protégés. Ils sont protégés par la loi algérienne, soit la Constitution, soit les autres lois. Et ils sont comme les autres enfants algériens. Malheureusement, il y a quelques comportements, ils ne sont pas la bienvenue. C'est ça qu'il faut dénoncer, il faut réparer. Aussi, il y a l'engagement de l'Algérie par rapport à la Convention 51 pour la protection des réfugiés. Nous, on travaille sur l'enfant réfugié et surtout les enfants qui sont venus de l'Afrique, ils ont beaucoup de problèmes. Problèmes de papier, mais on a fait des avancées. On a fait des avancées les dernières années. L'Algérie a donné beaucoup d'accessibilité aux droits pour les enfants réfugiés par rapport à l'école, par rapport à la santé, par rapport à l'état civil
mais aussi l'accompagnement pour le placement avec le HCR à l'étranger dans les pays d'accueil. Donc c'est un point positif pour l'Algérie, mais il reste maintenant à développer une loi spécifique nationale sur la protection des réfugiés en Algérie. Parce que la Convention 51, elle protège, mais il faut une loi adéquate nationale pour l'Algérie. Et ça va être notre force devant l'opinion internationale. Espérons-le. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Arhar, donc d'être revenu un petit peu sur la situation de l'enfant, donc algérien, mais aussi les réfugiés que le sol algérien aussi abrite. Merci beaucoup. Je vous en prie, tous mes meilleurs vœux pour les enfants algériens. Inch'Allah, on vous souhaite une très belle réussite et beaucoup de courage donc, pour la noble cause surtout. Voilà, et on continue donc notre programme. Ce sera une pause musicale toujours donc pour parler de l'enfance, toujours pour parler donc de des droits, toujours de parler donc de toutes ces valeurs, et ce sera Dunia qui nous interprète la chanson Haq wal Batal. صبحهم متعاشرين خلاو العالم كله حيران الباطل زار الحق في وكره وقعد بين جنبه يرهن فيه بلسان لحلو احفر له قبره رجعوا لعبه بين يديه الله يخفف هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان الله يخفف هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان عيش تسمع عيش تشوف واش صرا عندما الحق تكسر له الميزان طاح فراش من كثرة الحقرة يقاوم في نعاس ودموعه ويدان سبتو خالط فلان وفلدان حتى تغلقوا عليه البيبان الله يخفف هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان الله يخفف هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان ناصر يهدينيك إنسان Et Massilias vient de nous rejoindre. Massilias, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Très bien, depuis la semaine dernière? Oui, c'est vrai. Voilà, très bien. Alors, aujourd'hui, on va toujours rester dans le domaine de la préhistoire, mais on va beaucoup revenir à l'histoire. Ah oui, Beaucoup oui, à l'histoire moderne, actuelle, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, donc ça va être une émission spéciale qui est dédiée aux enfants à l'occasion donc du
21e anniversaire donc, de la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Et Massilias va s'intéresser aujourd'hui. Mais avant ça, tu vas nous présenter un petit quelque chose? Oui. Une belle présentation, de belles couleurs. Donc aujourd'hui, j'ai choisi 5 livres pour montrer ce qu'on peut trouver un peu en Algérie, ce qu'on peut lire comme livre. Donc on va commencer avec celui qui a ici. Lequel, celui-là? Oui, et donc ce livre, c'était mardi passé que la directrice de la culture et des arts de Tizi Ouzou me l'a prêté, et à qui je passe un bonjour, bien sûr, aussi. Et donc c'est mon premier livre de dinosaures en anglais. Très bien. J'ai pas eu le temps de le finir, j'ai même pas eu le temps en fait de le commencer, mais déjà j'ai vu quelques lignes déjà, ça m'a l'air très intéressant en anglais aussi. Donc on a aussi ce livre-là, oui. Donc, alors juste pour celui-là, donc c'est un guide, c'est ça? Oui, exactement. C'est un guide. Donc, alors c'est un guide. Donc là, il nous présente un petit peu chaque dinosaure. Donc voilà. à part, on peut voir peut-être dans l'intérieur. Et on ne parle pas que de dinosaures à l'intérieur aussi. Voilà. On parle des animaux qui ont vécu avant, en même temps qu'eux et après aussi. Voilà. Également. Donc nous avons des fiches techniques finalement sur, oui, exactement, sur chaque espèce. Sur chaque espèce. Sur oui, chaque voilà. espèce. Donc c'est un bon guide qui pourrait intéresser finalement les enfants. Oui. Voilà. Peut-être qu'on y reviendra une fois que tu l'auras fini. Oui, bien sûr. Oui, Inch'Allah. Et puis, un autre beau livre. Ouais. Donc lui, il parle un peu de tout. Donc on peut voir les titres. Une encyclopédie. Voilà, il parle de la biologie en fait. Il parle que de biologie. Donc il a été fait par Ushuaïa. Qui est une grande chaîne de télévision aussi, qui font des documentaires animaliers très intéressants. Sur la nature d'une manière générale. Oui, il est destiné aux enfants aussi. Très bien. Donc là, on peut trouver donc, plusieurs informations sur plusieurs thématiques. Oui, toujours qui ont rapport avec les animaux. Oui, exactement. C'est ça. Voilà. Voilà. Et puis, il y a autre chose aussi. Oui, on a également un livre que j'ai acheté assez récemment. Donc, il s'agit des grandes découvertes. Les grandes découvertes. Donc, de l'histoire. On parle un peu de la découverte des Amériques. Donc, Christophe Colomb, les Espagnols, les Portugais également. Et on parle aussi des peuples qui vivaient en Amérique avant la découverte, sa découverte. Donc c'est un livre très intéressant et on peut le retrouver facilement. Il est dans plusieurs bibliothèques. Voilà, il parle un peu des découvertes, tout ce qui est Amérique et tout. Et il parle même un peu de l'Asie, donc en Chine et tout, et du commerce également. Voilà, très bien. Il y a aussi d'autres livres, d'autres titres que tu vas proposer aux jeunes lecteurs. Donc, qui sera donc ça, c'est un livre, la sixième extinction. Oui. Allez. Donc ça, c'est un livre très connu ces derniers temps. Il a remporté le best-seller des livres non-fantasy, donc des livres de biologie. Et donc il parle de la 6e extinction, justement, celle qui est en train de se passer. Et ça fera l'objet d'une rubrique prochaine. Inch'Allah, voilà. Ouais, donc il a été écrit par, comment il s'appelle l'écrivaine, Elisabeth Kolbert. Donc il est très connu ces derniers temps, il revient beaucoup sur les best-sellers et tous les meilleurs livres. Et il a également été nommé best-seller en Afrique. Et là, on vient finir avec... mon livre préféré. Voilà, ton livre préféré, effectivement, le livre préféré de beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes aussi. Hein, et même dans la saga d'Harry Potter, c'est lui mon préféré, c'est le 3e. D'accord. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors, confidence pour confidence, moi aussi c'est mon préféré, le 3e. Sérieusement? Oui, c'est vrai, c'est mon préféré. Alors, il me pose la question, Clément, pour Hani. Hani, c'est le 7e et le 2e et le 4e. Voilà, pour moi c'est le 3e. Hani, c'est mon fils. Hein, parce que lui aussi, il adore Harry Potter. Et là, le réalisateur, il me pose la question. Mais pour moi, c'est le 3e. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est le 3e. C'est le 3e. Et donc, Harry Potter, ça fera l'objet d'une prochaine rubrique également. On va parler de tous les livres. Très bien, de la saga. Voilà. Alors, il faut dire, Massilias, que toi, tu es un enfant un petit peu, on va dire, modèle, parce que donc tu aimes toujours la lecture, tu es toujours en bon rapport, on va dire, avec le papier, et aujourd'hui, donc, il faut dire, avec l'émergence donc de la technologie, avec l'explosion de la technologie, donc aujourd'hui, les enfants s'intéressent de moins en moins à la lecture, puisqu'il y a une alternative qui est Internet.
n'est-ce pas? Et pourtant, Massilias, on peut aussi se cultiver, se documenter et lire à travers Internet et profiter, donc avoir tous les avantages d'Internet, n'est-ce pas? Exactement, et d'ailleurs la plus grande partie d'Internet aussi, elle sert à l'apprentissage et tout. J'ai choisi 2 sites dans lesquels je puise des informations par rapport à la biologie. Donc le premier, il est très connu, c'est la WWF, donc la World Wide Fund. Et le deuxième, c'est National Geographic Wild France. Donc il y a dans plusieurs langues, moi c'est français parce que j'arrive pas à lire en anglais. J'ai déjà essayé de le lire en anglais, il y a des mots techniques très difficiles quand même. Ça va venir, ça va venir. Donc tu vas commencer par le livre que la directrice donc, de la culture t'a offert. Et puis tu vas te familiariser un peu plus avec la langue. Oui, exactement. Voilà. Et aussi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est le 31e anniversaire des droits de l'enfant. Donc la pétition a été signée le 20 novembre 1989 par l'UNICEF, donc, qui est une branche de l'ONU qui favorise les droits de l'enfant. Et d'ailleurs, ce sera le sujet d'aujourd'hui. Donc, ce sera comment protéger les enfants d'Internet pendant le confinement lié à la Covid-19. Surtout, il faut dire que durant le confinement, donc les enfants passent beaucoup plus de temps sur Internet. Toutes les activités quotidiennes et habituelles qu'on fait, elles se passent sur Internet. Que ce soit l'école avec visioconférence, que ce soit discuter avec la famille, les amis aussi. Tout se fait avec Internet, donc forcément, il y a des dangers. Il y a aussi du bon, mais il y a forcément des dangers. Donc l'UNICEF a fait un article rien que pour ça. Et ils ont donné 5 méthodes aux parents pour nous protéger, nous les enfants. La première méthode, c'est de dialoguer ouvertement avec eux. Donc il faut parler franchement et directement pour leur dire les dangers qui se trouvent sur Internet, comment les éviter également, et les personnes que l'on doit côtoyer. Et comment parler également avec les autres, parce que parfois ce sont les enfants qui sont dangereux, par exemple quand on parle de discrimination, et ils sont donc voilà, et on parle aussi de comment interagir avec les gens. Avec les gens avec qui on parle, avec les amis et tout, et par exemple ne pas dire de propos discriminatoires, racistes, sexisme. Et donc voilà, il faut leur parler des dangers directement sans avoir peur. Voilà, donc ça c'est la responsabilité des adultes. Et voilà. Pour nous protéger. Et donc la deuxième, c'est se servir de la technologie elle-même pour nous protéger. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y a du bon sur Internet, et pas que du côté culturel, donc même du côté protection et tout. Par exemple, les appareils peuvent, par exemple, les virus, sur les ordinateurs, sur les téléphones, ils peuvent mettre en danger un appareil. Donc pour ça, il faut installer un antivirus, mais pas n'importe lesquels, parce que parfois les antivirus sont eux-mêmes des virus. Oui, effectivement. Oui, et donc il faut des antivirus fiables, si possible connus mondialement, comme ça on ne risque pas de tomber dans le piège. Et également d'activer les paramètres de sécurité et de désactiver certains. Par exemple, la position géographique, il faut toujours la désactiver, sauf si c'est nécessaire. Et il faut également donc, non seulement mettre un code d'accès à l'appareil lui-même, mais également un code d'accès à toutes les applications qui recèlent des données personnelles, comme la galerie, les blocs-notes, etc. Voilà, on se sert de la technologie elle-même pour protéger les enfants en ligne. Donc la troisième, c'est passer du temps avec les enfants en ligne. Donc jouer à des jeux interactifs en famille, ça ranime une confiance, ce qui va permettre à l'enfant de se sentir en confiance déjà. Exactement, voilà. Se sentir soutenu. Oui, voilà, donc ce n'est pas seulement interdire les appareils, les portables, les ordinateurs, c'est aussi les utiliser pour jouer ensemble, comme ça montre le côté positif, et ça réduit en fait le niveau de de danger de l'appareil en fait.
C'est de la confiance qui s'installe entre les parents et les enfants. Et la quatrième, c'est de les encourager à avoir des habitudes saines. Donc, par exemple, sur Internet, donc on a dit tout à l'heure, quand on parle avec des gens, surtout avec des gens que l'on ne connaît pas, qu'on rencontre, il faut toujours parler poliment, il ne faut pas donc, dire de propos discriminatoires. Et il faut également savoir prévenir les adultes si nous-mêmes on est des victimes de propos discriminatoires. Et malheureusement, ça arrive très souvent, surtout en confinement. Parce qu'on ne sait pas forcément à qui on a affaire aussi sur Internet. Exactement. Il faut également surveiller les appareils des enfants. Donc il faut surveiller les applications qu'ils utilisent, de s'assurer que ce sont bien des applications de leur âge. Et également, il faut leur apprendre les bonnes habitudes, apprendre lorsque l'on utilise les appareils, pas seulement quand on discute avec des gens, mais également, par exemple, il y a des applications dangereuses et il faut apprendre à les éviter. Il y a aussi d'autres, donc les notifications, il y a des notifications aussi très dangereuses également. Donc elles essaient en fait, c'est comme si elles mentaient à l'enfant pour l'attirer vers des ennuis, etc. Il faut apprendre à les éviter. Et le dernier point, ça vient après tout ça, il faut leur faire confiance et les laisser s'amuser. Donc en même temps pour installer donc, une confiance déjà et pour ne pas paraître trop... on va dire protecteur. Oui, exactement, et puis, voilà. Pour ne pas étouffer aussi les enfants. Voilà, exactement. Donc il faut les laisser un petit peu s'amuser et bien sûr les surveiller. Donc cette méthode, elle vient après les 4 autres parce que il faut d'abord instaurer les règles, puis leur faire confiance. On ne peut pas d'abord faire confiance à des enfants et tout, et puis on va instaurer les règles. Donc ça va de soi. Et voilà, c'est un petit peu le tour des dangers que représentent les appareils et comment les éviter également. Et on a vu donc à travers ces 5 méthodes que la technologie elle-même pouvait les protéger. Très bien, voilà. Merci beaucoup, Massilias, merci vraiment. Donc encore une fois le fait que tu t'es intéressé à ce sujet et surtout de bien sensibiliser les parents donc à l'importance de protéger leurs enfants et de les laisser donc s'amuser sans danger. Voilà. Oui, merci beaucoup Massilias. Donc on te retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, la semaine prochaine. Donc on va revenir un petit peu à la préhistoire, à l'histoire et à la préhistoire la semaine prochaine. Voilà, merci Massilias, je te souhaite un bon week-end. Je rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture et là ça va être donc toujours au profit des enfants. Alors donc en dépit donc d'internet, d'internet, il y a plein d'actions qui se font sur terrain au profit des enfants pour justement combler le vide, particulièrement en ces temps de confinement, tels que les ateliers de dessin, les ateliers d'art, les ateliers donc d'initiation à plusieurs belles choses. Et là, Samia Bouharour s'est justement intéressée à un atelier de dessin, un atelier de peinture qui a été organisé pour les enfants. Regardez. Voici une façon d'occuper les enfants, de les distraire, mais surtout de les laisser s'exprimer, tout en respectant le protocole sanitaire. Conscients de tout ce qui se passe autour d'eux, ces enfants nous rappellent encore quelques leçons de vie, surtout pendant cette période difficile que le monde entier traverse. Disney le Covid, c'est en ce moment, c'est un virus très dangereux qui tue des milliers de personnes. Il faut se protéger de ce virus. Oui, comment se protéger, Lina? Porter de la bavette, se nettoyer les mains bien avant de manger et après, faire des distances. Cet atelier de l'art-thérapie est une initiative du grand artiste peintre Sofiane Smaïl qui a pu s'imposer sur la scène internationale. Parce que quand j'étais enfant, mon rêve le plus cher, c'est un jour de dessiner des œuvres. Les œuvres que je dessine, mon rêve, c'est de les exposer dans des musées.
internationaux. Voilà. Et aujourd'hui, il faut dire que j'ai 3 tableaux qui sont j'ai un tableau qui est en France, dans un musée en France à Lyon, et j'ai d'autres qui sont à Bruxelles. Voilà. Et Mazal, Inch'Allah, Mazal, Inch'Allah, je vais pourquoi pas franchir une autre dimension de l'art. Pourquoi pas un jour je deviens un peu, je ne sais pas, je veux vraiment marquer l'histoire de l'art algérien. Cet espace coloré, chaleureux, laisse l'imagination des enfants voler au gré du vent. Quand j'étais petite, je savais rien après. J'ai appris. J'ai dessiné piscine. Ok. Ça, il veut plonger dans la piscine, il monte ici, après il plonge dans la piscine. J'aime bien les couleurs, je sorte des couleurs. C'est comme le jaune avec le bleu, ça sort le vert. Ou le rouge et le bleu, ça sort le marron un peu. En fait, mon grand projet, comme vous le voyez, c'est des parcs de loisirs. Mais pas seulement un parc de loisirs. Voilà. C'est des parcs de loisirs accompagnant des ateliers de dessin. Mais mon projet, c'est de former des enfants qui sont capables d'exposer. Ici, on n'apprend pas uniquement les bases de peindre. Sofiane analyse chaque œuvre pour mieux aider l'enfant à faire ressortir sa joie ou sa tristesse. À travers son trait, à travers les couleurs qu'il a utilisées et tout, on peut voir à peu près tout d'abord sa personnalité et de deux, qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer. Voilà. Et ici, en voyant les couleurs qu'il a utilisées et tout, on peut dire qu'Amir, c'est un enfant, tout d'abord, qui est dans son monde, voilà, tranquille, timide, un peu, voilà, et avec beaucoup d'imagination. D'accord. Comment? Voilà. Et voilà, donc je replonge dans mon enfance avec les ballons. Je suis en train de jouer depuis tout à l'heure, donc tout au long du sujet, au lieu de regarder, voilà, je suis en train de jouer. Et ça, c'est grâce à Meissa. Meissa, bonjour. Bonjour, Nangoda. Comment vas-tu, Meissa? Ça va bien, et toi? Alors, Meissa, tu nous as bien décoré le plateau. Alors, presque on ne nous voit plus avec tous ces ballons. Oui, c'est vrai. Et pourquoi tu as choisi du bleu? Tu es habillée en bleu Eh bien, parce que c'est la couleur de l'UNICEF. Voilà. Je savais que ce n'était pas fait de façon fortuite. Je le savais. Meissa ne fait rien au hasard. Oui. Et donc, tu as choisi les ballons, les couleurs du ballon, des ballons, et puis même ta tenue en bleu. Bah, bravo, comme à l'accoutumée, Meissa fait attention aux moindres détails. Alors, Meissa, tu es avec nous aujourd'hui exceptionnellement, parce que c'est samedi qu'on a l'habitude de te recevoir. Bah, tu sais que je suis très contente de t'avoir. Moi aussi. Tu le sais. Oui. Alors, Meissa, aujourd'hui, c'est le 31e anniversaire, comme tu le sais si bien, donc, de la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Que représente cette journée? Alors, la Journée mondiale des droits de l'enfant marque la date de la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle est célébrée le 20 novembre, donc aujourd'hui, et c'est son 31e anniversaire. Et oui, 31 ans d'engagement qui garantissent le droit de chaque enfant à s'épanouir, se développer, survivre, apprendre et faire entendre sa voix. Donc, et justement, Meissa, dans ce sens, quels ont été les progrès qui ont été faits depuis 89 jusqu'à aujourd'hui? Donc j'imagine que la situation de l'enfant a changé depuis. Oui, donc depuis sa signature, d'importants progrès ont été réalisés en faveur des enfants. Santé, protection, droits civiques, éducation, etc. Donc les enfants sont mieux reconnus. Effectivement. Oui, et la qualité de vie des millions d'entre eux a été améliorée. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte de toutes les injustices perpétrées contre les enfants dans le monde.
Voilà. Et tu as préparé des bulles par rapport à ça? Oui, donc... On va les voir tout de suite ou pas encore? Oui, alors j'aimerais juste préciser quelque chose avant. Oui. Donc cette convention est juridiquement contraignante pour les États signataires qui s'engagent à défendre et à garantir tous les droits de la convention sans distinction et à répondre de ses engagements devant les Nations Unies. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, composé d'experts indépendants, contrôle la mise en œuvre de la Convention en examinant les rapports que les États s'engagent à publier régulièrement dès lors que le traité est ratifié. Avant de parler des bulles, Maïssa, je voudrais te poser une question. Alors, qu'est-ce que ça te fait finalement de savoir que les enfants sont bien pris en charge juridiquement, sur la santé, sur l'éducation? Toi qui es une enfant, qu'est-ce que ça te fait? Alors moi vraiment ça me rend, je sais pas, c'est un bien-être franchement de voir les enfants en bonne santé, qu'ils ont un logis, qu'ils sont bien nourris, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment chaud au cœur, donc voilà. Et justement, Maïssa, tu as préparé des bulles, de très belles bulles, et c'est bien entendu avec la participation et l'engagement surtout de maman, Sonia. Oui. Sonia, donc, qui est là, qui pense à tout, qui ne laisse aussi rien au hasard. Sonia, vraiment, on te remercie pour tout ce que tu fais pour les enfants, pour Maïssa et pour nous aussi, parce qu'on passe toujours des moments très agréables en compagnie de Maïssa. Alors Maïssa, on va découvrir les bulles que tu as préparées, que tu as dessinées, que tu as écrites toi-même avec maman. Et voilà, nous sommes en train de les voir. Donc la convention déjà comporte 50 articles regroupés en 4 catégories. Je vous ai ramené une affiche pédagogique qui illustre les droits fondamentaux de la dite convention. Donc on peut lire dans la première bulle que l'enfant handicapé, donc on peut lire « On doit m'apprendre ce que veulent dire tolérance et respect ». Dans la bulle avec l'enfant à la guitare, j'ai besoin d'être aimé et entouré. La bulle avec la fille qui a un livre, c'est maintenant que je suis là, il faut m'aider à grandir. La bulle avec la fille handicapée d'une main, elle dit « Et si j'ai un handicap, il faut encore plus s'occuper de moi ». Ici, avec la fille au ruban, elle dit « Pour exister, vraiment, il me faut un nom et un pays ». La fille jardinière, on doit me protéger en priorité. Et la fille avec un gâteau 31, elle prend la pancarte Convention des droits de l'enfant. Ensuite, il y a l'enfant à des lunettes, je dois être bien soigné, bien nourri et avoir une maison. La fille aussi assise, je dois pouvoir apprendre pour devenir grande. La fille avec le foulard dit « D'où que je vienne, les grands doivent m'accepter comme je suis ». Et la fille avec la corde à sauter, on n'a pas le droit de se servir de moi, de m'abandonner ou d'être violent avec moi. Voilà, bravo, vraiment, une très très belle représentation, vraiment une fiche pédagogique pour les enfants, donc pour les sensibiliser, leur apprendre surtout leurs droits. Alors Maïssa, il y a d'autres manières aussi d'apprendre aux enfants leurs droits, c'est la chanson. Tu le sais très bien, donc les enfants aiment, enfin comme les adultes d'ailleurs, on aime la chanson. Et la chanson, donc on est très sensible à la mélodie, aux paroles. Et là on va écouter une chanson, tu vas rester avec nous parce que tu vas recevoir des invités apparemment dans un petit moment. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit, tu vas recevoir des invités, pas les moindres, des invités très importants. Très importants, voilà. Après on les découvrira. Voilà, de toute façon moi je sais pas, on vient de me dire que Maïssa va recevoir des invités, on va le voir. Alors ça va être une pause musicale, donc de United Kids et on se retrouve juste après. Et la journée donc de cette convention m'a offert quelque chose aujourd'hui, une co-animatrice, puisque cette matinée, on va finir cette dernière station de l'émission en co-animation, puisque Maïssa va co-animer avec moi, n'est-ce pas Maïssa? Oui. Voilà, parce que je vous le disais tout à l'heure, donc Maïssa, aujourd'hui, elle s'est intéressée donc, aux enfants et elle va avoir des invités très importants donc, pour revenir sur la situation des enfants, n'est-ce pas Maïssa? Oui, donc depuis son indépendance, l'Algérie a fait d'énormes progrès dans la promotion des droits des enfants. La situation est considérablement améliorée. Donc, on va en parler ce matin avec nos deux invités. Donc, nous avons d'un côté, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Isselmou Boukhari. Enchanté, bonjour. Merci pour l'invitation. Oui, bienvenue parmi nous. Et nous avons dans un autre côté Monsieur Ilyes Kessel.
Bonjour. Oui. Donc je reviendrai vers vous dans un petit moment. Donc Monsieur Boukhari, alors que représente pour vous aujourd'hui la Convention internationale des droits de l'enfant? Merci beaucoup, merci pour la question, mademoiselle. C'est une excellente question parce qu'effectivement, nous fêtons aujourd'hui le 31e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été donc ratifiée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et qui a été aussi ratifiée par l'Algérie le 19 décembre 1992. Donc, cette convention est une convention qui fixe les droits des enfants et qui engage le monde entier, les États, mais tous les responsables aussi, les familles, les communautés, pour les droits des enfants. C'est une convention, je dois le dire, c'est la convention la plus ratifiée dans le monde. De toutes les conventions internationales, c'est celle qui a été ratifiée quasiment par tous les pays du monde. Plus de 190 pays l'ont ratifiée. Et donc, cette ratification est déjà un progrès important. C'est pourquoi chaque année, c'est l'occasion de faire le point sur les progrès. Où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre? Parce que le problème n'est pas de ratifier, c'est facile de ratifier, de signer, je dis quoi, mais pour nous, le plus important, c'est de mettre en œuvre la Convention et les droits des enfants. Et c'est pourquoi il est important qu'on voit que ce droit-là sont, je vais insister sur 2 points avant que vous partiez sur la deuxième question. C'est les principes de l'indivisibilité et de l'universalité des droits. Ça veut dire que l'université, ça veut dire que tous les enfants doivent bénéficier de tous les droits. Oui. Et l'indivisibilité, c'est que chaque enfant doit bénéficier de tous les droits. On ne peut pas dire que ce droit est fondamental, ce droit est secondaire. Tous les droits qui sont dans les 54 articles de la Convention doivent être respectés par tout le monde. Et justement, Maïssa, il faut parler de l'actualité peut-être avec le Covid, n'est-ce pas? Oui, donc avec la conjoncture actuelle, il y a la Covid-19. Ouais. Est-ce que les enfants aujourd'hui sont bien protégés face à cet impact qui est cette pandémie? Malheureusement, la pandémie du Covid-19 a eu des répercussions très négatives, un impact très négatif sur les enfants, sur tout le monde, sur la question socio-économique, mais surtout sur les enfants, et en particulier dans 2 domaines. Dans le domaine de l'éducation, parce qu'avec le confinement, beaucoup d'enfants n'ont pas pu aller à l'école. Or, c'est un droit fondamental dans la Convention et c'est un droit primordial pour les enfants. Et aussi, a eu des répercussions aussi sur leurs conditions de vie parce que les conséquences socio-économiques de la pandémie ont entraîné un appauvrissement et des problèmes au niveau des ménages. Et donc, peut-être que certains besoins essentiels des enfants n'ont pas pu être satisfaits. Donc, il y a eu ces 2 problèmes essentiels et nous sommes en train d'étudier avec tous les États du monde comment faire face à ces problèmes. Oui, donc, et pour la scolarité des enfants, comment nous assurer une bonne éducation, notamment avec les perturbations de Covid-19? Très bonne question, excellente question. Je pense qu'effectivement, c'est l'une des questions fondamentales. Nous préconisons à l'UNICEF qu'il faudrait à tout prix que les enfants continuent à étudier, même pendant la période de Covid et l'épidémie. Mais comment le faire? Alors, nous avons plusieurs possibilités. Dans les pays où il y a de bons systèmes de liaison Internet, bien sûr, les cours à distance peuvent être dispensés, ça se fait dans certains pays. Dans d'autres, on utilise les cours à travers les radios, à travers les télévisions, des cours pour les enfants, surtout pour ceux qui sont dans les années où il y a des examens. Mais nous pensons que si toutes les mesures de précaution sont faites, telles que le port des masques, la distanciation physique, l'utilisation du lavage des mains, une bonne formation des enseignants et des encadreurs, en respect de l'espace, on peut même continuer à aller en classe. On peut même continuer. C'est ça notre... Parce que si on se limite aux 2 premières, malheureusement, beaucoup d'enfants dans beaucoup de parties du monde n'ont pas accès à Internet, n'ont pas accès à la télévision, n'ont pas accès. Donc la seule façon pour eux d'étudier, c'est de pouvoir aller physiquement en classe. Donc il faut que les conditions soient les meilleures pour les protéger et pour que les cours continuent. Et nous continuons ce combat pour que les enfants continuent à vivre normalement, à apprendre, même dans les conditions les plus difficiles. Bien évidemment, il est plus important que jamais de nous protéger et de protéger les autres dès lors qu'on sort de la maison. Donc, je me retourne vers vous, Monsieur Ksé. Donc, depuis 2017, des millions de bébés poussent des cris de joie dans les services de maternité. Comment se portent ces poutons?
Merci Maïssa pour cette question. Il s'agit d'une question qui est très pertinente parce que ces bébés-là font partie de priorités de l'UNICEF dans le cadre de nos partenariats avec les institutions. Cette période néonatale fait partie d'une période qu'on appelle la petite enfance. Cette petite enfance qui s'étale de la conception jusqu'à l'âge de 5 ans. Et nous avons, durant cette période, une fenêtre d'opportunité qu'on appelle les 1000 premiers jours. Pourquoi? Parce que durant ces 1000 premiers jours, il se passe des choses extraordinaires dans le cerveau du bébé. On a tendance à dire que le bébé ne comprend pas, il ne sait pas, alors que les recherches scientifiques en neurosciences, ils ont démontré que les vitesses de connexion interneuronale dans le cerveau du bébé sont largement supérieures à celles de l'adulte et ils peuvent atteindre jusqu'à 1000 connexions par seconde. Le cerveau d'un bébé, il est plus actif qu'un cerveau d'un adulte, 2 fois jusqu'à 3 fois. On assimile ça au réseau Internet mondial, on dit que le cerveau du bébé comporte 10 fois plus de connexions que le réseau d'Internet mondial. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il est influencé par les stimulations qu'il reçoit du monde extérieur. Si l'enfant, ce bébé-là, il vit dans un environnement porteur et sain et protecteur, ça va favoriser les connexions interneuronales positives et ça va faire de lui un bon adulte qui va réaliser son plein potentiel de développement. Un développement physique, cognitif, langagier et socio-affectif. Et c'est pour ça à l'UNICEF, on dit que les premiers moments comptent. Oui, donc, et on ne peut parler de l'enfance sans aborder la vaccination. Comment ça se passe au post-natal ? Alors, concernant la vaccination, il faut savoir que la vaccination, c'est une invention qui a sauvé l'humanité de maladies infectieuses retrouvant mortelles. Elle a amélioré la santé et la survie des enfants, mais aussi de l'espèce humaine. Nous avons la chance en Algérie d'avoir un programme de vaccination qui prend en charge l'enfant. La vaccination, elle est gratuite, elle est obligatoire et c'est dès les années 60. Et actuellement, on assiste à un petit souci qui est représenté par les méfiances et les réticences à la vaccination. Les parents ont du mal à faire confiance à la vaccination et ces mauvais messages qui sont en train d'être disséminés sont encore facilités par les réseaux sociaux. Moi, j'invite depuis ce plateau les parents à faire vacciner leurs enfants et ne pas rater cette occasion de sauver la vie, améliorer la santé et la survie de leurs enfants. Actuellement, aujourd'hui, on assiste aussi à la pandémie de Covid-19 qui peut avoir aussi un impact sur la vaccination des enfants. Et nous pouvons assister à d'autres épidémies de maladies qu'on peut éradiquer par la vaccination. Il y a même des parents qui ont peur d'aller faire vacciner leurs enfants, surtout au début de la pandémie. J'invite tous les parents à faire vacciner leurs enfants et on ne peut pas parler de la vaccination sans parler de l'allaitement maternel aussi, qui est le premier vaccin de l'enfant et qui peut sauver des vies, améliorer la survie des enfants. Merci beaucoup à vous pour tous ces détails. Donc un dernier mot peut-être, Monsieur Boukhari? Oui, tout à fait. Je voudrais vraiment remercier Canal Algérie pour cette invitation, remercier la brillante animatrice aussi de l'émission. Je suis bonne pour la retraite. Voilà. Alors. Tout à fait. Et la féliciter pour ça et dire que nous sommes extrêmement fiers de participer à cette émission et vous féliciter pour cela et dire que l'UNICEF Algérie est là pour les enfants de l'Algérie, que nous sommes là pour travailler en collaboration avec le gouvernement, avec les organisations de la société civile et avec les enfants eux-mêmes, et que donc nous sommes disponibles à œuvrer ensemble pour que les conditions de vie des enfants s'améliorent de plus en plus. Voilà. Justement, Monsieur Boukhari, dans ce sens, demain, Inch'Allah, donc il va y avoir un programme de reboisement. Il faut dire que l'UNICEF elle s'occupe déjà des enfants, mais il y a aussi d'autres programmes. Donc demain, il va y avoir le programme de reboisement. Vous avez encore une fois, au profit des enfants, mais ça, il faut dire que vous travaillez en collaboration avec d'autres institutions, des ONG aussi, mais aussi l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance en Algérie, n'est-ce pas? Donc qu'en est-il de cette Exactement, c'est une bonne question. Bien sûr, nous travaillons en partenariat avec toutes les structures du gouvernement, mais en particulier avec l'ONPPE, parce que c'est l'organe qui a le premier rôle de protection et de promotion de l'enfant. Et pas plus qu'hier, nous avons signé avec Madame la déléguée nationale de l'ONPPE le plan d'action pour 2021. Et aussi, nous avons rencontré nous travaillons aussi avec un ministère clé qui est le ministère de la Solidarité, qui est aussi sur le 80. Demain, il y aura une activité qui est assez intéressante et très symbolique. C'est le reboisement des zones qui ont souffert de du dernier incendie du côté de Tipaza. Et ce qui est important, c'est que le reboisement va être fait par les enfants. Voilà. En partie. Pourquoi les enfants? Parce que ça montre que les enfants font revivre la nature. Et faire revivre la nature par les enfants, qui sont la génération de demain, nous donne un espoir que demain sera meilleur, mais aussi
prendre conscience que les enfants, et c'est important que dès le jeune âge, les enfants prennent conscience de l'importance de l'environnement, de l'importance de l'écologie et qu'ils joueront un rôle important dans ça. Je pense que c'est une excellente initiative à laquelle plusieurs membres du gouvernement seront là. Et bien sûr, l'UNICEF sera avec le gouvernement dans cette activité extrêmement importante. Ça te fait plaisir, mais ça. Hein? Oui, vraiment beaucoup. Surtout cette activité, c'est vrai qu'elle a l'air excellente, franchement, pour les enfants. Ouais. Et voilà, ça ferait une très belle activité. Ouais. Alors, il faut dire que Meissa elle a la main verte. Hein? Ça, je vous le dis, que Meissa elle a la main verte. Elle a pas mal de talent déjà. Elle devrait participer, n'est-ce pas, Meissa, à la campagne de reboisement de demain. Ouais. Ça me ferait vraiment un grand plaisir. Et voilà. Voilà. Donc, monsieur Kessel, vous voulez dire quelque chose pour la fin? Je tiens juste à souhaiter une bonne santé à tous les enfants algériens et je tiens aussi à remercier et à saluer tous les acteurs engagés dans la protection et la promotion de l'enfance en Algérie. Voilà. Et saluer aussi tous les parents aussi qui vont vers la communication avec les enfants, les encourager, les encadrer. Nous avons vu avec notre collègue tout à l'heure, Nzanchar, des enfants qui font maintenant des vidéos de sensibilisation. Alors eux-mêmes, les enfants qui sensibilisent d'autres enfants, comme le fait Meissa d'ailleurs chaque samedi. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc on rappelle, alors je te laisse rappeler nos invités. Alors on rappelle que nos invités c'était monsieur Islamou Boukhari, qui est représentant général de l'UNICEF. Oui, exactement. Et monsieur Ilyes Kessel, qui est responsable du département santé de l'UNICEF. Oui, donc voilà. Nous arrivons à la fin de notre émission. N'oubliez pas que nos programmes continuent sur Canal Algérie et que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Bravo. Oui. Bravo. Et surtout, demain. On va se retrouver demain. Oui, on va se retrouver demain matin sur Bonjour d'Algérie à 9h. Voilà. Donc on se quitte comme à l'accoutumée avec une petite chanson. Que tu vas nous interpréter. Oui, donc je vais vous interpréter une chanson de Marie-Myriam, L'oiseau et l'enfant. Et voilà. Une minute. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre, qui croient tenir les rênes du temps. Paix d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Merci beaucoup. Comme un enfant aux yeux de lumière.